La bataille de Koursk, en juillet 1943, est restée dans les mémoires comme le plus grand affrontement de chars jamais enregistré, notamment avec le choc de Prokhorovka, et aussi comme l'un des jours les plus dévastateurs de la guerre aérienne. Dans le cadre de l'opération Citadelle, le haut commandement allemand visait à refermer une gigantesque avancée soviétique de plus de 80 km de profondeur. La stratégie consistait à lancer des attaques blindées depuis les extrémités du saillant afin d'encercler des centaines de milliers de soldats soviétiques et ainsi réduire la longueur du front oriental. Tant l'Axe que l'Union soviétique concentrèrent leurs troupes d'élite dans la région. Au début de juillet, les Allemands avaient rassemblé 43 divisions, mais se heurtaient à un mur défensif composé de 100 divisions soviétiques et de 5 armées blindées. À ce moment de la guerre, l'URSS avait déjà atteint une capacité de production et de mobilisation écrasante, et le maréchal Georgi Zhukov était prêt à échanger des hommes contre les blindés ennemis. Grâce aux rapports de renseignement, Zhukov savait exactement quand commencerait l'assaut allemand. La réponse soviétique fut de construire le système défensif le plus colossal de toute la guerre. Un réseau de champs de mines, de zones de tir d'artillerie préalablement calculées et de fortifications anti-chars camouflées, réparties sur 8 lignes successives couvrant 250 km. Leur objectif était de freiner l'élan des panzers et de les user avant qu'ils n'atteignent les forces principales soviétiques, qui comptaient plus de 3000 chars, en majorité des T-34,76. Du côté allemand, le maréchal Erich von Manstein, l'un des principaux architectes du plan offensif, et le colonel général Hermann Hoth, commandant de la 4e armée blindée, dirigèrent l'effort. Hoth bénéficiait en outre du soutien du 2e corps blindé SS. Les deux généraux étaient des vétérans aguerris, mais leur désaccord avec Adolf Hitler sur la conduite de la guerre provoquait des tensions constantes. Von Manstein fut relevé de son commandement en mars 1944 et mourut en Bavière en 1973, tandis que Hoth mourut en Basse-Saxe en 1971, tous deux à l'âge de 85 ans. À la tête des SS se trouvait un général loyal et redouté, homme de confiance d'Hitler, Paul Hauser. Précisément 2 ans plus tôt, Paul Hauser avait été décoré de la Croix de Chevalier, l'une des plus hautes distinctions du Troisième Reich. Peu après, le 1er octobre de la même année, il fut promu au rang de SS Obergruppenführer. Cependant, le 14 octobre, il fut grièvement blessé au combat, ce qui entraîna la perte de son œil droit. Après une longue convalescence, en mai 1942, il reprit du service actif et reçut le commandement du 1er corps blindé SS, composé des divisions Leibstandart SS Adolf Hitler, Das Reich et Totenkopf. Au début de janvier 1943, ce corps blindé fut déployé dans le secteur de Kharkov, sur le front de l'Est. En février, il participa à la célèbre 3e bataille de Kharkov, affrontant une puissante offensive soviétique. Avec des unités de Tiger-Prum dans ses rangs, le corps blindé sous le commandement de Hauser assuma la responsabilité principale des opérations défensives et de manœuvres dans la région. Pendant la bataille, face à la possibilité d'un encerclement total face à des forces ennemies numériquement supérieures, Hauser prit la décision de se replier de Kharkov, désobéissant ainsi à un ordre direct de Hitler qui exigeait de tenir la ville à tout prix. Son choix fut risqué, mais stratégique. En mars 1943, Hauser mena une contre-offensive qui permit de reprendre le contrôle de la ville, justifiant rétroactivement sa décision de s'être retiré. Bien que l'armée rouge pensât pouvoir vaincre rapidement son adversaire, elle se retrouva en réalité plongée dans une situation critique, confrontée aux formations d'élite allemandes sur tout le front. Sur le flanc gauche se trouvait la division Totenkopf, au centre la Leibstandart et sur la droite la Das Reich. Le décor était planté pour assister à un affrontement épique, la Waffen-SS contre les forces blindées d'élite de l'Union soviétique. Le général Paul Hauser, à la tête du 2e corps blindé SS, avait prévu une progression continue vers Prokhorovka après le succès initial à Koursk. Dans la nuit du 11 juillet, il donna des ordres pour une bataille de manœuvre traditionnelle, planifiant l'attaque du lendemain. Les forces allemandes détectèrent rapidement la forte présence soviétique, avec de nombreuses pièces anti-chars installées sur les pentes occidentales face à Prokhorovka. S'ils envisagèrent d'abord une attaque frontale de la Leibstandart, une analyse approfondie leur fit comprendre que cela serait peu réaliste.
En conséquence, un plan stratégique fut élaboré. Lancer l'attaque au nord de la rivière Psel. La Totenkopf devait progresser vers le nord-est en direction de la route Kela-Prokhorovka, puis se diriger vers le sud-est afin d'approcher les positions soviétiques de Prokhorovka par un flanc et un arrière avantageux. Pendant ce temps, la première et la deuxième division blindée SS devaient patienter jusqu'à ce que la Totenkopf déclenche l'offensive et affaiblisse les positions soviétiques du secteur. Une fois les soviétiques de Prokhorovka sous pression, la Leibstandarte devait entrer en action, percer les principales défenses soviétiques sur les pentes occidentales et atteindre la ville. Simultanément, la Das Reich, placée à la droite de la Leibstandarte, devait avancer vers l'est afin de sécuriser les hauteurs au sud de Prokhorovka. Ensuite, ses forces devaient tourner vers le sud, encerclant Prokhorovka pour démanteler la ligne soviétique et ouvrir une brèche dans ses défenses. Quant au soutien aérien, le 8e corps aérien allemand devait concentrer ses efforts principaux sur l'appui de la progression du 2e corps blindé SS. Pendant ce temps, le 48e corps blindé, à l'ouest, ne recevait que des moyens aériens limités. Ce plan méticuleusement coordonné visait à exploiter les points forts de chaque division du 2e corps blindé SS afin de maximiser l'impact collectif dans cet affrontement brutal. Cependant, un mouvement inattendu allait survenir. Dans la nuit du 11 au 12 juillet, à la surprise du général Paul Hauser de la Waffen-SS, le général soviétique Pavel Rotmistrov prit une mesure stratégique en transférant son élite, la 5e armée blindée de la garde, vers une zone de rassemblement située juste au sud de Prokhorovka. Cette manœuvre fut un pas décisif qui permit de préparer une importante attaque blindée prévue pour le lendemain. À l'insu des Allemands, le grondement des moteurs des chars soviétiques résonnait dans la nuit tandis que les 18e et 29e corps de chars se mettaient en mouvement et prenaient position dans leurs zones de rassemblement respectives à l'est. Le théâtre était prêt pour un affrontement majeur avec la 5e armée de chars de la garde de Rotmistrov, prête à lancer une grande offensive blindée contre les troupes allemandes impréparées. Le 11 juillet, le commandant du front de Voronej, Nikolaï Vatoutine, donna l'ordre aux armées de ce front de lancer une offensive le lendemain, constituant ainsi le flanc sud d'une offensive soviétique plus vaste. Dans une manœuvre stratégique, le front de la steppe, qui incluait la 5e armée de chars de la garde, fut déployé depuis la réserve pour affronter et démanteler les forces d'avant-garde allemandes. La 5e armée reçut l'appui indispensable de l'infanterie de la 69e armée. La bataille progressait et l'assaut fut renforcé par 5 régiments d'artillerie, une brigade d'artillerie et une division d'artillerie. Au sud de la 5e armée de chars de la garde, le 2e corps de chars de la garde devait attaquer les positions tenues par la division Das Reich. Positionné en réserve au nord de Prokhorovka, le 5e corps mécanisé de la garde attendait de nouveaux ordres. Pendant ce temps, le commandant Rotmistrov ordonna à ses armées de chars d'avancer rapidement avec l'intention ferme d'affronter les blindés allemands à grande vitesse et de neutraliser les avantages des Ferdinand et des Tiger, en particulier leur portée et leur puissance de feu. Rotmistrov était convaincu que l'agilité des T-34 leur permettrait de s'approcher rapidement et ainsi de réussir des tirs de flanc efficaces contre les lourds chars allemands. Cependant, des complications surgirent qu'il n'avait pas prévues. En découvrant la présence de la Leibstandarte dans les zones prévues pour ses forces, il n'eut d'autre choix que de corriger ses ordres, en exigeant de ses hommes qu'ils s'adaptent aux circonstances du champ de bataille. L'affrontement imminent à Prokhorovka fut marqué par la nature dynamique et changeante des dispositions stratégiques des deux camps. Dans les dernières heures du 12 juillet, le commandement soviétique reçut des rapports alarmants de la part du renseignement. Il signalait que les forces allemandes avaient franchi avec succès le nord du Donets à Rzhev, menaçant gravement la stratégie soigneusement élaborée de Rotmistrov. Ce développement compromettait le flanc de la 5e armée de chars de la garde et exigeait une action immédiate. À l'aube du 12 juillet, le commandant Vatoutine était furieux. Il ne comprenait pas comment ses hommes ne pouvaient pas arrêter l'entrée des forces allemandes. Il ordonna rapidement à Rotmistrov d'envoyer des renforts pour soutenir les forces soviétiques qui faisaient face au 3e corps blindé. En réponse à la directive de Vatoutine et sans hésitation, Rotmistrov organisa rapidement une force opérationnelle. Les hommes soviétiques chargés d'exécuter les ordres de Vatoutine appartenaient à la 26e brigade de chars du 2e corps de chars de la garde,
aux 11e et 12e brigades mécanisées de la garde du 5e corps mécanisé de la garde, ainsi qu'au 50e régiment de chars de la garde de la 5e armée de chars de la garde. De nouvelles unités de réserve vinrent également se joindre à l'avancée vers le sud. Fait notable, Rotmistrov engagea plus de la moitié de ses réserves dans cette avance improvisée mais essentielle, les déployant de manière stratégique au début de la bataille de Prokhorovka. En même temps, Vatutin, conscient de la gravité de la situation, concentra les efforts de l'armée de l'air rouge contre le 40e corps blindé, à l'ouest. Cette affectation de soutien aérien visait à contrer la menace représentée par les forces allemandes dans ce secteur, soulignant le caractère dynamique et adaptable de la réponse soviétique face aux défis en constante évolution. À 6 heures du matin, des rapports provenant de la Leibstandart arrivèrent au quartier général. Ils informaient des progrès de leur propre avancée et de la riposte imminente des Soviétiques. La tension monta nettement et le champ de bataille se préparait au pire. Les Soviétiques déclenchèrent un bref mais intense bombardement d'artillerie entre 6h et 6h15. Près de 20 minutes plus tard, lorsque les derniers obus résonnèrent sur le champ de bataille, Rotmistrov transmit les mots codés « Acier, acier, acier !» signalant l'ordre décisif de lancer l'attaque. À la suite de l'ordre catégorique de Rotmistrov, les forces blindées de la 5e armée de chars de la garde avancèrent, marquant le début de leur offensive résolue contre les positions allemandes. Ce fut le début officiel de la bataille de Prokhorovka. Descendant les pentes occidentales menant à Prokhorovka, une puissante formation blindée soviétique composée de 5 brigades de chars entra en combat. Les 29e et 18e corps de chars menèrent la charge avec leurs T-34 et T-70, avançant rapidement et déclenchant leur puissance de feu en approchant de l'objectif. Chacune des 5 brigades blindées qui approchaient des positions de la Leibstandart disposait d'un arsenal redoutable, comprenant entre 60 et 65 chars par brigade. De manière surprenante, alors que les chars soviétiques manœuvraient par le couloir vers les lignes allemandes, ils transportaient sur leur blindage des soldats de la 9e division parachutiste. Cette coopération illustrait une attaque multidimensionnelle qui combinait la vitesse et la puissance de feu des chars avec la présence de troupes terrestres prêtes à entrer en action. Environ 500 chars et canons automoteurs constituaient l'avant-garde de cette offensive massive et tumultueuse qui avançait en 2 vagues principales. La première comprenait 430 chars, tandis que la seconde suivait de près avec 70 autres. L'ampleur et la coordination de cette attaque soulignaient la détermination et la planification stratégique mises en œuvre par les forces soviétiques dans leur tentative de briser les défenses allemandes et de changer le cours de la bataille de Prokhorovka. Épuisées et exténuées par les combats précédents, les troupes de la Leibstandart furent prises par surprise, car elles ne s'attendaient pas à une reprise immédiate des hostilités et prévoyaient une pause plus tard dans la journée. Cet effet de surprise influença fortement leur préparation et leur réaction face à la menace imminente. Un bataillon du 2e régiment de Panzergrenadiers SS de la Leibstandart était stratégiquement positionné sur le revers de la colline 252,2, une position sécurisée la veille. Au pied de cette colline se trouvait un fossé anti-char soviétique, ajoutant une difficulté défensive supplémentaire pour les forces allemandes. Les Allemands, submergés par la riposte ennemie, se hâtèrent vers leur position. Au loin, ils pouvaient voir des centaines de blindés soviétiques fonçant droit sur eux. À cet instant, c'était tout ou rien. Alors que l'offensive soviétique se déployait, les avant-postes allemands déclenchèrent l'alerte en tirant des fusées éclairantes violettes, signalant une attaque massive imminente de chars. Ce signal visuel se propagea rapidement sur le front, illuminant le ciel de lueurs colorées. L'Obersturmführer Rudolf von Ribbentrop, commandant le 2e bataillon du 1er régiment de Panzer SS, reconnut la gravité de la situation et comprit qu'une grande attaque était en cours. En réponse, il ordonna rapidement à sa compagnie de 7 Panzer IV de se déployer. Traversant un pont de fortune au-dessus du fossé anti-char, ils prirent position sur le versant inférieur de la colline 252,2. Pendant ce temps, au sommet de la colline, l'officier Joachim Peiper et ses Panzergrenadiers SS, avec leurs semi-chenillés blindés, affrontaient un assaut écrasant, dépassé par les forces soviétiques en progression. Tandis que les chars de Ribbentrop se déployaient sur le versant inférieur,
Il observait la scène qui se déroulait sur la colline. Selon son propre témoignage, « Devant moi apparurent 15 chars, puis 20, ensuite 30 et enfin 40. À la fin, il y en avait trop pour les compter. Les T-34 fonçaient sur nous à toute vitesse, transportant de l'infanterie accrochée à leur blindage. La nature aussi soudaine qu'écrasante de l'avancée soviétique représentait un défi colossal pour les défenses de la Leibstandarte, préparant ainsi le terrain pour une bataille cruciale et intense sur la colline 252,2. Lorsque les chars soviétiques dévalèrent le versant ouest de la colline, une bataille acharnée éclata. L'affrontement s'intensifia rapidement. Un Panzer IV sur le flanc droit de Ribbentrop explosa en flammes. Le chaos s'empara du champ de bataille tandis que les chars soviétiques enfonçaient les lignes allemandes. Pour la Leibstandarte, c'était une situation totalement nouvelle. Jamais encore elle n'avait connu un scénario aussi défavorable durant toute la guerre. Les hommes à l'intérieur des panzers suffoquaient sous la chaleur et la fumée. Le champ résonnait de cris incessants et d'une panique généralisée sur toutes les transmissions radio. Les équipages savaient que si cette offensive soviétique n'était pas rapidement arrêtée, ils ne sortiraient pas vivants de la steppe soviétique. Les chars soviétiques, avançant à grande vitesse, déchaînèrent un torrent de feu, bien que leur rapidité réduisit leur précision. La tactique d'approche rapide de Rotmistrov exerçait non seulement une énorme pression sur les forces allemandes, mais perturbait aussi leur cohésion. Le contrôle et la coordination des formations de chars soviétiques ont transformé la dynamique du champ de bataille en un tourbillon de chars manœuvrants et de tirs d'artillerie brûlants. Le renseignement soviétique avait considérablement surestimé le nombre de Ferdinands et de Tigers dans le 2e corps Panzer SS. En réalité, il n'y avait pas de Ferdinands avec le 4e corps Panzer, car tous étaient déployés au nord avec le 9e corps. Parmi les 3 divisions du 2e corps Panzer SS, seuls 15 chars Tiger étaient disponibles, dont 10 positionnés au nord de la rivière Psel aux côtés des divisions Totenkopf. La Leibstandarte ne disposait que de 4 Tiger opérationnels, tandis que la Das Reich n'en possédait qu'un seul. Le contraste marqué entre les nombres anticipés et réels compliquait encore la dynamique de la bataille, révélant les erreurs stratégiques du renseignement soviétique. La rareté des chars lourds allemands dans ce secteur se fit sentir lors de la lutte continue pour le contrôle de la colline 252,2. À l'extrême droite, la situation n'était guère meilleure. Alors que le combat se déroulait sur le vaste champ de bataille au sud-ouest de Projorovka, l'affrontement entre Das Reich et les forces soviétiques devenait de plus en plus intense. La Das Reich lança son assaut depuis une position stratégique à plusieurs kilomètres de distance dans l'intention de progresser plus profondément en territoire ennemi et d'aider à soulager la Leibstandarte. La nature chaotique et intense de l'affrontement devint évidente lorsque les groupes de combat agressifs du 2e corps de tanks soviétiques et du 2e corps de tanks de la garde affrontèrent les avant-gardes de la Das Reich. Les régiments allemands, bien équipés et hautement entraînés, firent face à une forte opposition violente des forces soviétiques, chacune composée de 20 à 40 chars, soutenus par l'infanterie et des avions d'attaque au sol. Le grondement assourdissant des moteurs de chars, les tirs stridents et les explosions tonitruantes des obus d'artillerie créaient une cacophonie de guerre qui résonnait sur toute l'étendue du champ de bataille. Le choc entre les Das Reich et les unités d'élite soviétiques de blindés et d'infanterie transforma le paysage en un chaos tournant de poussière, de fumée et de l'odeur du métal brûlé. Les forces soviétiques, déterminées à défendre leur position, lancèrent de féroces contre-attaques contre les divisions allemandes en progression. Les chars manœuvraient avec agilité à la recherche de positions avantageuses, tandis que les unités d'infanterie combattaient farouchement dans les tranchées et les champs ouverts. La Das Reich, reconnaissant la gravité de la situation, répondit par des tactiques coordonnées et des manœuvres stratégiques. Les équipages de chars allemands démontrèrent leur habileté et leur précision, participant à des duels mortels avec leurs homologues soviétiques. Les groupes de combat des régiments Das Reich, confrontés à un siège implacable, firent preuve de résilience et d'adaptabilité, ajustant leur formation pour répondre à la dynamique toujours changeante du champ de bataille. Pendant ce temps, le flanc gauche du champ de bataille était un chaos infernal. Un combat parallèle se déroulait lorsque certains éléments du 1er armée.
Les chars des forces soviétiques ont tenté d'écraser la tête de pont de Totenkopf. La division SS Totenkopf s'est révélée être un obstacle significatif, repoussant avec succès les assauts répétés du 10e et du 31e corps de chars. De plus, des éléments du 33e corps de fusiliers soutenaient les forces soviétiques dans leur tentative de combattre la tête de pont de Totenkopf. Le champ de bataille sur le flanc gauche est devenu le théâtre de violents affrontements, le bruit distinctif des chenilles de chars et le feu de l'artillerie résonnant sur le terrain. Malgré les efforts persistants des soviétiques, le groupe Panzer de Totenkopf a montré une résistance et une détermination inébranlables. La division SS non seulement a maintenu sa position, mais a avancé fermement vers une route critique menant depuis le village de Katyusheva. Cette route, qui s'étendait vers le sud-est en traversant la rivière, avait une importance stratégique puisqu'elle conduisait directement à Projorovka. Le mouvement calculé de Totenkopf vers cet itinéraire clé indiquait son intention de jouer un rôle crucial dans la dynamique de la bataille en cours à Projorovka. La division cherchait à sécuriser et contrôler cette voie vitale, influençant ainsi le flux de renforts et de ravitaillement tant vers la tête de pont que vers les lignes de front plus larges. L'avancée des unités blindées soviétiques a rencontré un obstacle majeur à la base de la colline 252,2. En atteignant le redoutable fossé anti-char désormais aux mains des Allemands, certains véhicules ont heurté le fossé profond, tandis que d'autres manœuvraient avec une extrême prudence le long de son bord, cherchant un point viable pour le franchir. Des échanges de feu intenses ont éclaté entre l'artillerie soviétique et les deux compagnies restantes du 1er bataillon Panzer SS situé de l'autre côté du fossé. Au milieu de cet affrontement, les chars soviétiques cherchaient un passage pour franchir l'obstacle. Simultanément, alors que les premières vagues de chars soviétiques passaient, les panzergrenadiers survivants sous le commandement de Joachim Peiper sont sortis des lignes de tranchées. Leur mission était d'affronter les parachutistes soviétiques et de contrer les chars russes à l'aide de charges creuses magnétiques. Le choc s'intensifia et les forces allemandes déplorèrent la perte de 20 véhicules semi-chenillés du bataillon pendant les combats. Certains de ces véhicules furent détruits en tentant de percuter les chars russes, beaucoup plus lourds. Un effort désespéré pour empêcher qu'ils ne fassent des ravages dans la compagnie. Simultanément, des dizaines de soldats se battaient au corps à corps avec des centaines de parachutistes soviétiques dans les tranchées. À ce stade, le combat était très sanglant et féroce. Couteaux, pelles et tout objet tranchant capable de tuer étaient utilisés. Le rugissement assourdissant des chars et le rythme martial de l'infanterie soviétique résonnaient dans l'air. Les premiers coups de feu furent entendus, marquant le début d'une période brutale de combat rapprochée. Les soviétiques se sont jetés sur les forces allemandes avec une férocité qui inspira le désespoir à l'adversaire. Les effectifs étaient illimités. Le chaos éclata, les baïonnettes s'entrechoquaient, des milliers de poings volaient. Au loin, les cris de milliers de blessés se mêlaient aux hurlements sauvages de la bataille. L'odeur âcre de la poudre et de la sueur emplissait l'air de la zone de combat. Aucun des deux camps ne voulait perdre le contrôle. Les coups ne cessaient pas et la fatigue était encore plus grande. Chaque minute qui passait semblait une nouvelle poussée vers la mort, mais personne ne savait à qui serait le prochain tour. Le sang recouvrait le sol et tout ce qui l'entourait. La terre devint un champ de bataille boueux, reflet des hommes combattant à la fois pour l'Allemagne et pour l'Union soviétique. Au fil de la journée, le combat devint une épreuve d'endurance, le va-et-vient de la bataille changeait. Les soldats vacillaient et la fatigue menaçait de les vaincre. Dans le désir de ne pas laisser leurs forces en infériorité, même les blessés continuaient le combat. Sur le champ de bataille, le 2e et le 17e armées aériennes soviétiques effectuèrent environ 900 sorties, dépassant le noyau de la Luftwaffe allemande qui exécuta un peu plus de 650 sorties sur la partie sud du saillant. Il est notable que la majorité des sorties soviétiques ce jour-là se dirigèrent vers le 48e corps blindé à l'ouest et le 3e corps blindé au sud. Malgré un nombre total de sorties soviétiques plus élevé, la Luftwaffe maintint la supériorité aérienne sur le champ de bataille de Projorovka. Cependant, l'efficacité des opérations aériennes fut entravée par des nuages bas le matin et des tempêtes l'après-midi, affectant les deux camps. Dans les cieux au-dessus de Projorovka, la Luftwaffe exerça une domination inégalée, déployant de redoutables formations de Stukas semant le chaos sur le champ de bataille.
Parmi ces prédateurs aériens se trouvaient les variantes expérimentales G2, équipées des puissants canons BK-37 de 3,7 cm, dirigés par le talentueux capitaine de escadron Hans-Ulrich Rudel. L'efficacité impitoyable de ces avions fut amplifiée par la présence constante de chasse-bombardiers FVV-190 et d'avions d'attaque au sol HS-129, armés de puissants canons anti-chars de 3 cm. Cette combinaison mortelle attaqua sans pitié les formations soviétiques, frappant particulièrement la 31e brigade blindée. Alors que la tempête d'artillerie ennemie et les attaques aériennes s'abattaient sur eux, la brigade subit de lourdes pertes, son blindage succombant à la puissance destructrice des attaques aériennes allemandes. Malgré leurs efforts courageux pour avancer et atteindre la ferme d'état de Coman-Molès à 10h30, les vagues incessantes d'attaques aériennes empêchèrent toute progression supplémentaire, obligeant la brigade à adopter une posture défensive. L'absence continue de couverture aérienne aggravait leurs difficultés, les rendant vulnérables aux assauts aériens impitoyables. Le 5e armée de blindés de la garde fit face à des défis similaires. Ils rapportèrent rapidement que des centaines d'avions ennemis persistaient au-dessus de leur formation tout au long de la bataille. En revanche, leur propre aviation, en particulier les chasseurs, était jugée insuffisante pour une défense efficace. Le rôle de la puissance aérienne dans le déroulement de la bataille de Projorovka était évident, les deux camps devant composer avec la complexité des opérations aériennes dans des conditions météorologiques défavorables. Werner Wolf, le héros inattendu. Pendant le combat acharné, Werner Wolf, Obersturmführer des SS appartenant à la Leibstandarte, a reçu la croix de fer de première classe pour ses actions lors de l'assaut russe sur la colline 252,2. Environ 150 chars ennemis se dirigèrent vers sa compagnie et le commandant initial a été tué, mais Wolf a pris le commandement d'une compagnie sans leader, organisant rapidement une ligne défensive et déployant des équipes anti-chars pour sauver ses camarades de la destruction. Ces actions ont établi les bases d'une défense solide. Wolf n'a pas seulement restauré l'esprit de combat des grenadiers épuisés, mais a également insufflé une résolution inébranlable face à l'attaque ennemie. Son leadership symbolisait la résilience, affrontant et neutralisant un T-34 en combat rapproché, tuant le général ennemi dans un combat au corps à corps avec son poignard. Les actions de Wolf ont été déterminantes pour inverser le cours de l'adversité et créer une défense qui arrêterait l'avancée soviétique. De retour sur le champ de bataille de la Leibstandarte, le combat a continué avec l'arrivée de nouveaux chars soviétiques. Parmi les défenseurs se trouvait le commandant de chars Michael Wittmann, dirigeant une section de 3 Tigers. Ils avancèrent constamment à travers le chaos, naviguant entre les flammes et la fumée de l'herbe brûlée, approchant des T-34. La voix de Michael retentit à la radio, avec urgence. « Attention, une force importante de chars ennemis approche devant nous. Beaucoup de chars. » L'équipage se prépara tandis que 25 chars soviétiques de la 180e première brigade blindée apparaissaient, disparaissant d'abord dans une vallée avant de réapparaître sur une élévation. Face à cette menace dangereuse, Wittmann évalua calmement la situation. Les Tigers, vétérans expérimentés, ajustèrent leur position pour faire face aux chars soviétiques approchant. L'affrontement se déroula avec une série de mouvements calculés, chaque camp luttant pour le contrôle sur un théâtre de guerre en constante évolution. L'air était tendu, mais le leadership de Wittmann et les manœuvres tactiques de sa section Tiger détermineraient l'issue de ce combat continu. Mais ce n'était pas fini. À la tête d'un groupe de 15 chars soviétiques, le capitaine soviétique mena un T-34 dans une avancée décidée vers la section de Wittmann, criant des ordres. Il exhorta ses camarades des différentes divisions de chars à avancer. « Suivez-moi !» En réponse, les Tigers de Wittmann répliquèrent par 2 tirs précis touchant le char du capitaine. L'échange coûta cher, le blessant grièvement et obligeant son équipage à le sauver précipitamment du T-34 déjà en flammes. Au milieu du chaos, le conducteur du T-34, sans se décourager, remonta dans le char, le transformant en un spectacle enflammé en avançant. Ce T-34 en feu s'abattit sur le Tiger du sergent-major SS, créant un affrontement dramatique et dangereux sur le champ de bataille. Le combat rapproché souligna la dynamique intense de la guerre de chars pendant la bataille Projorovka, où l'habileté, la stratégie
et les réactions rapides ont joué un rôle fondamental pour déterminer l'issue de cette bataille infernale. Dans son récit de la bataille, le sergent-major a décrit de manière vivante les moments intenses sur le champ de bataille. Il raconta « Soudain, environ 50 chars ennemis ont chargé contre nous en formation de coins inversés, utilisant de petits bois et des haies comme couverture. Les chars russes avançaient à toute vitesse, apparemment avec l'intention de combattre au corps à corps. Pour compenser notre supériorité en blindage et en armement, l'ordre de bataille s'est désintégré face à la charge. Un Tiger a été touché à bout portant et a pris feu. Au milieu du chaos, j'ai réussi à détruire 2 T-34, dont un avançait vers moi en flammes. Au dernier moment, j'ai habilement évité cette menace enflammée, une bombe en mouvement. Cependant, malgré les pertes dévastatrices, les Soviétiques ont fait preuve d'une persévérance remarquable, maintenant une pression incessante et implacable sur le champ de bataille. Le tumulte de la bataille s'est étendu des confins du nord jusqu'aux étendues du sud. Les efforts de Leibstandart pour progresser ont rencontré une opposition redoutable avec des groupes de chars et d'infanterie soviétiques engagés dans des combats acharnés. Le 1er régiment Panzer, confronté à une résistance soviétique déterminée, n'a pas pu avancer et a dû reculer avant 18 heures. Simultanément, la 81e brigade de chars soviétiques, renforcée par la 71e brigade de chars, est apparue comme une menace puissante, avec la possibilité de couper la liaison entre Leibstandart et Tuve dans le village stratégique de Vassileva. À ce moment, les grenadiers de Leart luttaient contre une poussée écrasante de chars et d'infanterie soviétiques. La nature implacable et dynamique du conflit soulignait la ténacité des deux camps alors qu'ils se disputaient férocement le contrôle de cette phase cruciale de la bataille de Borova. Le champ de bataille, s'étendant sur la vaste zone d'Oktabi à Storo, était aussi intense que toujours. Le bruit était assourdissant, comme d'habitude, cris et brutalité omniprésentes. Un membre d'équipage d'un chasseur de chars a offert un souvenir vif de l'assaut incessant, résumant l'expérience terrifiante par ces mots. Salve, après salve des organes de Staline, tombaient sur nos positions avec artillerie et mortier entre les deux. T-34 après T-34 roulaient sur les collines, 3, 5, 10, mais à quoi bon compter? Cette description émouvante représentait de manière vivante la pluie écrasante et continue d'attaques soviétiques d'artillerie et de chars. À un moment crucial de la bataille, les chars soviétiques ont réussi à percer les défenses, avançant vers Colette et présentant une menace directe au poste de commandement de Leibstandart. L'affrontement suivant a conduit à un combat à bout portant entre les chars ennemis et le régiment d'artillerie Leibstandart, soulignant la proximité intense et dangereuse de l'engagement blindé. En fin d'après-midi, de fortes pluies ont éclaté dans le ciel et la pluie crépitait sur les carcasses fumantes des chars éparpillés sur le champ de bataille. Les routes, désormais transformées en bourbiers, ont aggravé les conditions difficiles. Dans le secteur occupé par les corps de chars 29 et 18, le combat s'est arrêté. Les deux camps étaient complètement épuisés par l'épreuve terrible de la bataille, incapables de mener d'autres actions offensives. Le combat incessant, combiné aux conditions météorologiques défavorables et à la dégradation du terrain, a apporté une pause temporaire aux combats intenses dans ce secteur de la bataille de Projorovka. Lorsque le 12 juillet, le jour de l'enfer, s'est achevé, la Leibstandart, avec une immense détermination, a conservé avec succès le contrôle de la colline 22,2, maintenant fermement sa position face à l'assaut implacable des 5 brigades du 5e corps de chars de la garde. La résistance de la division face à l'offensive soviétique redoutable fut vraiment incroyable. Son engagement ferme et ses capacités défensives formidables sont restés inébranlables malgré l'intensité du combat nécessaire pour repousser l'attaque. La Leibstandart n'a cédé aucun centimètre de terrain aux soviétiques ce jour-là. Cependant, le prix de cette victoire durement acquise a été élevé. La division a quitté le champ de bataille physiquement et mentalement épuisée, portant les cicatrices d'un affrontement féroce et brutal. Le coût du conflit implacable, tant pour les soldats que pour l'appareil de guerre, a souligné l'ampleur des défis auxquels la Leibstandart était confrontée pour maintenir le contrôle de la colline 22,2. Pendant ce temps, la Totenkopf a remporté un triomphe remarquable en capturant la colline 26,6, marquant un succès significatif dans le déroulement de la bataille de Projorovka.
Simultanément, son groupe Panzer a démontré des progrès notables en avançant le long de la rive nord de la rivière Sel, atteignant finalement la route Kartacheva-Projorovka, à environ 8 km au nord-ouest de Projorovka. Bien que le contrôle par Totenkopf du territoire nouvellement acquis fût quelque peu précaire, la division était stratégiquement positionnée pour exécuter potentiellement une manœuvre de flanc contre les forces soviétiques retranchées à Projorovka. Ce changement de position n'a pas seulement ajouté un niveau de complexité à la dynamique du champ de bataille, mais a également ouvert de nouvelles perspectives prometteuses pour Totenkopf, alors que les Allemands pouvaient encore potentiellement prendre la ville de Projorovka. L'importance stratégique de l'accès à la route Kartacheva-Projorovka a mis en évidence la capacité de Totenkopf à influencer le cours de la bataille. Une manœuvre d'encerclement démontre l'ingéniosité tactique de la division, car la Totenkopf se trouvait au carrefour d'une opportunité. Bien que la division fût largement dépassée en nombre, elle parvint d'une manière ou d'une autre à conserver la possibilité de remporter cette bataille. Sur l'extrême droite, la Das Reich subit une pression implacable du 2e corps de garde blindé et du 2e corps blindé et fut obligée d'adopter une posture défensive. La division dut abandonner sa manœuvre offensive initialement prévue et son groupe Panzer se vit limité à lancer des contre-attaques contre l'armure soviétique en progression. Ce changement stratégique illustre les formidables défis auxquels la Das Reich dut faire face pour contrer l'offensive soviétique intense lors de la bataille en cours de Brovka. La poussée incessante du corps blindé soviétique força la Das Reich à réévaluer son approche et à passer d'une posture offensive à une posture défensive. L'incapacité à exécuter la manœuvre planifiée souligne l'adaptabilité nécessaire face aux conditions dynamiques et changeantes du champ de bataille. Le groupe Panzer de Das Reich, désormais cantonné aux contre-attaques, se retrouva confronté à la tâche ardue de repousser les forces soviétiques en progression. Ce changement de stratégie et la posture défensive adoptée par la Das Reich offrent une image vivante de la nature complexe et fluide de la bataille de Projorovka. La division, face à la pression écrasante des blindés soviétiques, démontra l'adaptabilité et la résilience requises face à un adversaire redoutable sur le front de l'Est. Le conflit en cours constitua une épreuve de l'ingéniosité stratégique et de la flexibilité tactique dans la lutte incessante pour le contrôle. Le 5e armée de blindés soviétiques subit des pertes importantes et sévères dans ses unités blindées lors de la bataille de Projorovka. L'offensive initiale lancée par les forces soviétiques rencontra une résistance efficace, obligeant Rotmistrov à changer stratégiquement son commandement d'une posture offensive à une posture défensive. Le coût élevé subi par l'armure soviétique souligne la férocité et le prix élevé de l'affrontement, conduisant à une réévaluation des stratégies alors que les deux camps s'ajustaient aux dynamiques changeantes de la bataille. Le champ de bataille fut témoin de pertes considérables des forces soviétiques, indicatives de la résistance intense qu'elles rencontrèrent. Face aux défis et pertes formidables, Rotmistrov prit la décision calculée d'adopter une posture défensive, soulignant la nécessité de se regrouper et de fortifier ses positions. Ce changement de stratégie reflète l'adaptabilité requise face aux circonstances évolutives sur le champ de bataille de Projorovka. Dans la nuit du 12 juillet, le commandant soviétique Vatutin émit des ordres dirigeant les forces face au 2e corps Panzer des SS et au 3e corps Panzer à passer à une posture défensive le lendemain. Les 1re et 6e armées de blindés, ainsi que le 32e corps de fusiliers de garde de la 5e armée de garde, reçurent pour instruction de persister dans leurs actions offensives contre le 48e corps Panzer. L'armée de l'air rouge a reçu des directives pour concentrer ses efforts sur l'attaque du 3e corps Panzer. Les ordres émis par le 2e corps Panzer des SS pour le 13 juillet ont défini les objectifs de Totenkopf, exigeant que la division consolide ses gains de la veille, puis lance une attaque à travers la rivière Pel sur le flanc nord-ouest des forces soviétiques encerclant Projorovka. La Leibstandart a reçu l'ordre de fortifier sa ligne de front et de coordonner une attaque contre Projorovka depuis le sud, en s'alignant sur l'offensive de Totenkopf depuis le nord-ouest. Pendant ce temps, les forces Das Reich étaient chargées de consolider et renforcer leur ligne de front en préparation d'une opération offensive visant à rejoindre le 3e corps Panzer.
Ces directives stratégiques ont défini les efforts coordonnés et les objectifs des forces soviétiques et allemandes pour le jour crucial du 13 juillet, façonnant le paysage tactique de la bataille de Projorovka. Aux premières heures du 13 juillet, les forces soviétiques ont lancé une reconnaissance avec force contre Totenkopf, un mouvement qui allait marquer les événements de la journée. Au fur et à mesure que la journée avançait, cette action initiale s'est transformée en contre-attaque localisée menée par le 5e corps mécanisé de la garde et le 33e corps de fusiliers. Ces contre-attaques visaient stratégiquement le flanc gauche de Totenkopf, cherchant à perturber les plans de la division allemande, notamment son offensive sud prévue contre les positions soviétiques à Projorovka. Il s'agissait d'un développement significatif. Les récits de première main du champ de bataille reflétèrent vivement l'intensité des affrontements, alors que les unités soviétiques affrontaient Totenkopf lors des reconnaissances et des contre-attaques ultérieures. La nature dynamique de l'affrontement s'est manifestée de manière prononcée sur le flanc gauche de Totenkopf. Les contre-attaques localisées des forces soviétiques ont montré leur engagement à interrompre l'offensive allemande par tous les moyens nécessaires. Vers midi, la Leibstandarte a reçu des ordres urgents de lancer une attaque vers le nord, avançant vers la rivière Pell à l'ouest de Projorovka. L'objectif était de consolider sa ligne de front avec les positions de Totenkopf. Cependant, cette offensive a rencontré des défis redoutables en se heurtant à des positions défensives fortement fortifiées, tenues par le 33e corps de fusiliers de la garde, renforcé par les forces restantes des 18e et 29e corps de chars. Malheureusement, l'attaque s'est avérée infructueuse face aux défenses soviétiques déterminées. Les récits du champ de bataille détaillaient les difficultés rencontrées par la Leibstandarte pour percer les lignes fortifiées du 33e corps de fusiliers de la garde, complétées par les restes du corps de chars. La manœuvre stratégique visant à consolider la ligne de front avec les positions de Totenkopf a rencontré une opposition farouche. Les défenses soviétiques, à cette phase critique, ils étaient trop retranchés. Et à ce moment-là, la Leibstandarte ne disposait pas de suffisamment de chars lourds pour percer la défense. Au cours de cet après-midi, la Totenkopf reçut l'ordre d'abandonner l'étroite et de plus en plus vulnérable saillie au nord-ouest de Projorovka et de se replier vers des positions plus défendables le long de la rive nord de la rivière Pell. Malgré les efforts persistants des Soviétiques pour couper la saillie et gêner la retraite de la Totenkopf, la division réussit à compléter son repli avant la tombée de la nuit. La décision stratégique d'abandonner la saillie exposée fut indispensable pour se repositionner et assurer des lignes défensives plus solides le long de la rivière Pell. Les récits du terrain détaillaient les défis auxquels la Totenkopf fut confrontée en naviguant parmi les tentatives des forces soviétiques pour interrompre sa retraite. Néanmoins, l'achèvement réussi du repli par la division a mis en évidence son agilité stratégique et sa capacité à s'adapter aux dynamiques changeantes de la bataille. La fin de l'opération Citellal marque une faille. Cependant, en ce jour du 13 juillet, Hitler émit des ordres urgents pour mettre fin à l'opération Citadelle, marquant une décision cruciale dans le déroulement de cette bataille. Le haut commandement allemand accueillit cette décision avec satisfaction, car il était déjà en train de retirer des unités du 9e armée du saillant de Koursk pour faire face aux offensives soviétiques croissantes. D'un autre côté, Erich von Manstein, le commandant allemand, exprima une profonde déception face à cette décision. Il soutenait que ses forces étaient au bord d'une avancée significative. Le 3e corps Panzer était sur le point de se relier au 2e corps Panzer des SS à Projorovka, et la réserve opérationnelle, le 24e corps Panzer, était prête à entrer en action. Manstein argumenta qu'arrêter l'offensive à ce moment critique, alors que la victoire semblait à portée de main, constituait une opportunité manquée. Malgré ses supplications, Adolf Hitler, concentré sur le front occidental, n'était pas disposé à prolonger l'offensive. Pour appuyer son argument, von Manstein proposa de poursuivre les opérations offensives dans le saillant sud de Koursk afin de détruire les réserves soviétiques avant de mettre définitivement fin à l'opération Citadelle. Cette manœuvre stratégique visait à épuiser la capacité de combat soviétique dans le secteur pendant le reste de l'été. Finalement, Hitler accepta la proposition de Manstein, consentant à prolonger les opérations offensives dans le saillant sud jusqu'à ce que l'objectif du commandant allemand soit atteint. Cet épisode mit en évidence les différences stratégiques et les débats au sein du commandement allemand,
von Manstein plaidant pour continuer l'offensive afin de capitaliser sur les succès possibles, tandis qu'Adolf Hitler, considérant des priorités plus larges, choisissait initialement d'arrêter l'opération Citadelle. Conscient de l'urgence de la situation et de la perte imminente du corps Panzer des SS, Manstein formula rapidement des plans pour l'opération Roland. Reconnaissant le temps limité, il orchestrera une stratégie devant être exécutée en quelques jours. Le cœur du plan consistait à ce que le Das Reich lance une attaque vers l'Est et le Sud dans le but d'établir une connexion avec le 3e corps Panzer, avançant simultanément vers le Nord-Ouest. Leibstandart et Totenkopf furent assignés pour ancrer les flancs gauche et nord du Das Reich dans cette manœuvre coordonnée. L'objectif final était d'obtenir un lien crucial qui enfermerait les forces soviétiques, anticipant qu'affaiblir la défense soviétique conduirait à la chute imminente de Projorovka. L'objectif général de l'opération Roland était d'anéantir la réserve blindée soviétique concentrée dans le secteur sud du saillant de Koursk. Ce faisant, l'opération visait à contrecarrer efficacement les offensives soviétiques pendant le reste de l'été. La vision stratégique de von Manstein cherchait à tirer parti de cette opportunité critique pour changer la dynamique du front oriental et assurer un avantage significatif aux forces allemandes engagées dans les batailles de Prokhorovka et de Koursk. Les directives pour l'opération Roland ont été émises dans les dernières heures du 14 juillet 1943. Cependant, après une réunion entre Hitler et von Manstein, Hitler a révoqué le déploiement du 24e corps Panzer vers le saillant de Koursk, les redirigeant le 14 juillet pour soutenir le 1er armée Panzer vers le sud. L'opération Roland commence. L'assaut de l'opération Roland a commencé à 4 heures le 15 juillet, après un bref bombardement d'artillerie. Le régiment Panzer de grenadiers Das Reich a lancé l'offensive en avançant vers l'élévation au sud-ouest. Dans des combats intenses, maison par maison et au corps à corps, ils ont délogé les restes du 2e corps de chars de la garde du village de Belino. Le régiment Panzer de la division a repoussé avec succès une série de contre-attaques, détruisant plusieurs T-34 dans le processus. Les soviétiques ont été contraints de se retirer vers l'est, ce qui a conduit Zhukov à ordonner à des éléments de la 10e brigade mécanisée de la garde, en réserve, de renforcer la position au sud. La 7e division Panzer a établi le contact avec les divisions Das Reich. Cependant, Trouffanov, commandant des forces soviétiques dans la brèche, était conscient de la menace et a effectué un repli combatif. Bien que les soviétiques aient dû abandonner une quantité considérable de canons anti-chars, la liaison n'a pas réussi à encercler une portion substantielle des forces soviétiques. L'opération Roland n'a pas permis d'obtenir un résultat décisif ni favorable pour les forces allemandes. Selon les ordres émis tard le 15 juillet, Totenkopf a commencé à se retirer de ses positions au nord de la rivière Pell, tandis que le 2e corps Panzer SS assumait une posture défensive. Le résultat de l'opération Roland a souligné les défis et les complexités auxquels les forces allemandes étaient confrontées dans leur tentative de changer le cours de la bataille. Le 17 juillet, les fronts sud-ouest et sud soviétiques ont lancé une offensive importante, traversant les rivières Mius et Donetsk et visant l'aile sud du groupe d'armées sud. L'offensive a exercé une pression sur la 6e armée et la 1re armée Panzer. Dans la première partie de l'après-midi du même jour, l'opération Roland a été officiellement terminée avec un ordre pour que le 2e corps Panzer SS commence à se retirer du secteur de Projorovka vers Belgorod. La 4e armée Panzer et le détachement Kempf de l'armée avaient anticipé cet ordre et avaient commencé à exécuter la retraite dès la nuit du 16 juillet. Les chars de la Leibstandart ont été redistribués entre Das Reich et Totenkopf et la division a rapidement été repositionnée en Italie. Pendant ce temps, Das Reich et Totenkopf ont été envoyés vers le sud pour faire face à la nouvelle offensive soviétique, déviant leur attention du secteur de Projorovka vers le front sud. Cela a marqué la conclusion de l'opération Roland et de la bataille de Projorovka, entraînant un changement stratégique considérable en réponse à l'évolution de la situation militaire. Les forces allemandes, confrontées à des défis sur plusieurs fronts, ont ajusté leur déploiement pour contrer la pression soviétique croissante dans le sud. En conclusion, déterminer les pertes lors de la bataille de Projorovka est difficile pour les deux camps. Les pertes de chars allemands varient, en partie en raison de la manière de compter et de signaler le matériel.
Cela signifie que le matériel récupérable et réparable était classé différemment du matériel irréparable ou abandonné, ce qui influence les chiffres rapportés. La complexité de la situation rend difficile l'établissement de statistiques précises sur les pertes de chars allemands. De même, obtenir des chiffres fiables sur les pertes de chars et de personnel soviétique dans la bataille de Projorovka est compliqué. La nature dynamique et intense du conflit, combinée aux difficultés de documentation en temps de guerre, a contribué à l'ambiguïté entourant les pertes soviétiques. En essence, le brouillard de la guerre, les méthodologies de comptage différentes et les conditions changeantes sur le champ de bataille rendent ardu d'établir des chiffres exacts et complets des pertes pour les deux camps lors de la bataille de Projorovka. Le deuxième corps blindé SS a rapporté 843 pertes, incluant morts, blessés ou disparus. Remarquablement, alors que les Allemands maintenaient le contrôle du champ de bataille de Projorovka jusqu'au 17 juillet, ils ont pu récupérer la plupart de leurs véhicules blindés endommagés pendant cette période. Les archives spécifiques au deuxième corps blindé SS indiquaient une perte de 3 à 5 chars le 12 juillet. Les registres détaillés ont révélé que la Leibstandarte a subi 3 pertes de chars dans la bataille, soit 2 Panzer IV et un Tigre. Les deux autres divisions ont rapporté des forces opérationnelles de plus de 120 chars et canons automoteurs, respectivement à la fin du 16 juillet, démontrant une capacité remarquable à maintenir la force opérationnelle des chars, le deuxième corps blindé SS atteignant presque le même nombre de chars opérationnels qu'au début de la bataille de Projorovka. Une analyse supplémentaire des rapports divisionnaires a indiqué que le corps blindé SS disposait de 294 Panzer et canons automoteurs opérationnels le 12 juillet, diminuant à 251 le 13 juillet en tenant compte de quelques chars réparés ce jour-là. On estime qu'au moins 43 véhicules du corps blindé SS sont devenus inopérants durant la bataille de Projorovka. Notamment, ce chiffre comprenait les 10 Tigers de la division Totenkopf et un de la Leibstandarte, mais tous les Tigers inopérants étaient considérés réparables, aucun n'ayant été radié. L'estimation globale suggère que 60 à 80% des véhicules blindés du corps blindé SS sont devenus inopérants lors des combats intenses du 12 juillet. En plus des forces terrestres, les forces aériennes allemandes, c'est-à-dire la Luftwaffe, ont signalé de sérieux dommages aux aéronefs le 12 juillet, avec un total de 11 avions endommagés, dont 6 ont été classés comme perte totale, tous attribués au feu anti-aérien soviétique. Cette évaluation globale a fourni des perspectives sur les pertes matérielles et humaines subies par le 2e Panzer SS lors de la journée critique de la bataille de Prokhorovka. Les pertes soviétiques exactes pour le 12 juillet ne sont pas connues avec précision, mais les historiens militaires ont fourni des estimations. D'un côté, on estime que les pertes humaines à Prokhorovka atteignaient 5500 hommes. Concernant les pertes en matériel, on estime que le 5e armée de chars de la garde a perdu au minimum 400 chars de son inventaire de plus de 800 lors des attaques du 12 juillet. Une autre estimation suggère une plage plus élevée, situant les pertes de blindés entre 600 et 650 chars. D'autres historiens ont estimé la force initiale du 5e armée de chars de la garde à environ 300 chars et canons automoteurs. Un document préparé par l'état-major du 5e armée de chars de la garde le 17 juillet 1943 a résumé les pertes de combat subies par la formation entre le 12 et le 16 juillet inclus, ainsi que celles des divisions, brigades et autres unités subordonnées directement à l'état-major. Le document a rapporté les pertes irréversibles suivantes. 574 blindés lourds et légers détruits, sans chiffre pour les véhicules de soutien. Les pertes humaines signalées étaient d'environ 3000 tués au combat, plus de 3500 blessés et plus de 1100 disparus, totalisant près de 7600 pertes. Ces estimations offrent une vue d'ensemble des pertes importantes subies par la 5e armée de chars de la garde lors de l'intense bataille de Prokhorovka en juillet 1943. Mais qui a réellement gagné la bataille? La question est maintenant compliquée. Il y a un débat en cours sur l'importance et le résultat de la bataille de Prokhorovka.
Bien qu'elle puisse être considérée comme une victoire tactique pour les forces soviétiques, elle ne constitue pas un triomphe opérationnel. La destruction massive des chars soviétiques a entraîné une dégradation temporaire de la puissance de frappe du 5e armée de chars de la garde. Mais les Allemands n'ont pas pu prendre Prokhorovka ni réaliser une percée vers le terrain ouvert. Bien que la massive attaque blindée soviétique du 12 juillet n'ait pas réussi à anéantir le 2e Panzer SS ni à forcer les Allemands à la défensive, les unités allemandes attaquantes s'étaient fatiguées et leur avance a été arrêtée. Ni le 5e armée de chars de la garde ni le 2e Panzer SS Corps n'ont atteint leurs objectifs pour la journée, bien que les Allemands aient encore réussi à défendre ce jour-là. En général, la bataille est souvent considérée comme un succès tactique pour les Allemands en raison des pertes substantielles infligées aux blindés soviétiques. Cependant, malgré cela, il n'y a pas eu d'avancée décisive allemande à Prokhorovka citadelle. L'initiative stratégique est passée définitivement à l'armée rouge. La bataille de Prokhorovka apparaît ainsi comme un épisode complexe et multifacette dans le contexte plus large du front de l'Est, marqué par des succès et des limites tant pour les forces allemandes que soviétiques. Lors de l'opération Citadelle, les unités de la Waffen-SS ont affirmé avoir détruit au total 1149 chars ennemis, ainsi que 459 canons anti-chars, 85 avions et 47 pièces d'artillerie. Sous le commandement de l'SS Obergruppenführer Paul Hausser, elles ont également capturé 6441 soldats soviétiques. D'un point de vue tactique, ces chiffres pouvaient sembler un accomplissement significatif. Néanmoins, du point de vue soviétique, la bataille de Koursk représentait un succès stratégique total. Les lignes défensives soviétiques, conçues avec plusieurs couches de résistance, ont réussi à contenir l'avancée allemande et à contrecarrer les plans de pénétration profonde de l'ennemi. Ce résultat a empêché la Wehrmacht et la Waffen-SS d'exploiter leur tactique de guerre éclair, les empêchant d'avancer en terrain ouvert, de réaliser des enveloppements ou de déstabiliser l'arrière soviétique. Pour autant, la possibilité d'infliger un coup dévastateur au 2e corps blindé des SS a disparu. Bien que Prokhorovka ait été historiquement présentée comme une sévère défaite pour l'Allemagne, les analyses ultérieures indiquent qu'il s'agissait en réalité d'une journée très coûteuse pour les forces soviétiques. Les rapports de combat et les journaux quotidiens du 2e corps blindé SS, conservés sur microfilm aux archives nationales de Washington DC, suggèrent que les Allemands étaient proches de réaliser une percée décisive sur le flanc sud du saillant de Koursk. Selon le maréchal de champ Erich von Manstein, Prokhorovka aurait pu être une victoire allemande, mais a été contrariée par des décisions extérieures au champ de bataille. Malgré les succès locaux et les pertes infligées, la bataille a marqué la fin des espoirs allemands de reprendre l'initiative sur le front de l'Est, scellant le cours de la guerre dans cette région vers une retraite prolongée. Une curiosité peu connue du front de l'Est, les médecins de combat allemands, y compris ceux de la Waffen-SS, étaient armés et ne portaient pas le brassard de la Croix-Rouge. Cette décision n'était pas fortuite, tant les Soviétiques que les Allemands visaient souvent volontairement le personnel médical soignant les blessés en première ligne. Au cours du XXe siècle, le principe d'immunité du personnel médical a été constamment violé, et c'est pourquoi de nombreuses armées ont choisi d'armer leurs brancardiers, abandonnant la neutralité symbolique qui protégeait autrefois les hommes de la Croix-Rouge. Une scène particulièrement frappante s'est déroulée dans les jours précédant la bataille de Prokhorovka en juillet 1943. On y voit un panzergrenadier de la SS, armé d'un MP-40, offrir de l'eau à un soldat soviétique blessé, tandis qu'en arrière-plan, un T-34 modèle 1943 brûle. La photographie, capturée par le correspondant de guerre Max Buchel, montre ce moment étrange où l'humanité émerge brièvement au milieu de la destruction. Le résultat final de la bataille fut dévastateur. Des dizaines de milliers de blessés et de cadavres restaient éparpillés sur tout le saillant de Koursk, sans recevoir de soins médicaux. Au milieu du chaos, beaucoup furent abandonnés à leur sort, agonisant sans assistance. La férocité du combat et la déshumanisation mutuelle entre les deux camps rendaient impossible le respect de toute norme humanitaire.